avant la fin des travaux qu'il avait fait entreprendre au palais présidentiel, il avait été disposé dans le bureau du chef de l'État de grandes statuettes en bois, œuvres des sculpteurs congolais. Ces statuettes représentaient des personnes, hommes et femmes. À plusieurs reprises, il fut pris de panique et appela ses gardes au secours, leur intimant lors d'évacuer Manu Militari, ces intrus, qui paraissaient lui désobéir, alors qu'il se laissait pas de leur répéter qu'il n'avait rien à faire là. Lorsque les gardes arrivaient et constataient qu'il n'y avait aucun intrus à faire, déguerpir, ils ne cachaient plus leur inquiétude de voir leur président chaque jour appeler au secours pour des statuettes si évidemment reconnaissables. Un dicton bien de chez nous dit « Trop d'intelligence à Betty ». Pascal Lissouba a su bâtir autour de son nom une légende solide. Ses admirateurs, car ils n'en manquent pas, et surtout ses partisans, ont su habilement et avec passion et dévotion entretenir la flamme de cette légende. La légende d'un homme hors du commun, intelligent, comme personne d'autre. C'est ainsi que les Congolais longtemps éberlués et mystifiés par un langage raffiné recherché par la grandiloquence, l'ont longtemps considéré comme un surhomme. Il faut faire des portraits, comme je vous en ferai également plus tard sur Sassou, parce que nous parlons toujours de la guerre du 5 juin au 15 octobre 1997. Je vous ai dit, il faudrait que notre jeune génération soit au courant de ce qui s'est passé. Cette jeune génération doit s'approprier son histoire pour mieux faire demain, pour mieux rebondir demain. On n'occulte pas une histoire. Pour ceux qui nous disent, oui, vous revenez sur l'histoire, oui, c'est justement les imbéciles, je dis bien des imbéciles, des gens qui n'ont rien dans la tête, qui veulent justement nous enfermer dans cette théorie, dans cette propagande de Sassou, où tout est nouveau, où le Congo a été créé que sous lui, et finalement, le Congo c'est son pays, c'est lui qui l'a créé, alors que lui-même c'était un petit villageois qui a gravi les marches dans la tricherie, sans avoir les moyens même de sa politique. Et surtout, avoir cette culture. Et comme on dit, avoir la civilisation de ce qu'il brandit, la veste, tout ça, toujours les croisés, bien habillés. Radio Forum FM 105.8. Soyez les bienvenus à la Radio Forum FM. Nous vous remercions, nos auditrices et auditeurs. Radio des droits de l'homme au service des auditeurs. Radio Forum FM, accueil des hospitaliers. Maxime Chassé vous aime bien. Droits de l'homme, c'est votre radio. Soyez à l'écoute aux émissions de droits de l'homme. Soyez les bienvenus. Bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler du personnage du professeur Pascal Lissouba, tel que l'a décrit Christian Gilbert Bembe, un journaliste bien connu, aujourd'hui disparu, qui avait publié un ouvrage, Imposture souveraine et crime démocratique. Je fais donc la synthèse de ce qu'il a écrit. Donc il commence par dire « Je suis venu pour vous servir et non pour me servir. Je n'ai pas besoin », proclamait donc Pascal Lissouba avec arrogance et dédain en 1992. Le candidat Lissouba était là pour servir son peuple et lui n'espérait que le bénéfice moral, la reconnaissance du peuple. Il ne désirait rien d'autre, en frappant avec autant de ruse des esprits congolais en quête de sauveur. Le candidat Pascal Lissouba avait tapé dans le mille, réussissant d'emblée son entrée en campagne. Malheureusement, la morale retiendra que le candidat opposait par son propos même sa signature au bas du premier gros mensonge du futur chef d'État, parti de l'UNESCO,
sans fortune, celui qui devenait quelque temps après le premier président des Congolais, post-mono, élu au suffrage universel direct, découvrait moins de 6 mois seulement après son installation au pouvoir son compte bancaire crédité de plus d'un demi-milliard de francs CFA, alors que son salaire de président n'était même pas encore revu à la hausse. Et ce n'était qu'un début, car quelques mois seulement après, il sollicitait pour le Congo un prêt de 50 millions de dollars auprès d'un consortium italo-britannique, prêt qu'il obtint sans grand mal par l'intermédiaire d'un homme d'affaires franco-trinicien basé à Paris. Donc, selon les propres dires de l'intermédiaire, la moitié de cet argent ne prendra pas la direction du Trésor congolais, notre président ayant ordonné que soit crédité du montant du premier versement obtenu, soit 25 millions de dollars, son compte personnel à Paris. Entre-temps, toujours en moins d'un an de pouvoir, notre président, qui n'avait besoin de rien, a acquis son somptueux appartement du boulevard Malesherbes. Donc, 4 ans après, au mois de novembre 1996, le président Pascal Lissouba fête dans la capitale française sa nouvelle acquisition immobilière, un hôtel particulier situé 6 rue de Prony, dans le 17e arrondissement de Paris, acquis pour la modique somme de 2 milliards 500 millions de francs CFA. Ainsi, après celui du boulevard Malesherbes, situé dans le même arrondissement et acheté quelques mois seulement après son arrivée à la tête de l'État congolais, M. Pascal Lissouba, venu pour servir le peuple congolais et non se servir lui-même, continue de rattraper le temps perdu. À défaut d'offrir aux Congolais une petite Suisse au cœur de l'Afrique centrale, le président aura au moins le mérite de s'offrir une vie de petit milliardaire suisse. Nous savons que notre président a la réputation d'être un homme généreux. Nombreux sont en effet les cadres congolais bénéficiant de son estime qui se déplacent à Paris avec un chèque signé de la main du président, tiré sur son compte personnel, et dont le montant varie également entre 100 000 francs français pour les chanceux et 1 million de francs français pour ceux qui jouissent de sa plus haute estime. Nul ne peut affirmer que cette fortune que le président congolais distribue si généreusement soit le produit du salaire du chef de l'État, même si le dit salaire est passé en moins d'un an, de 800 000 francs CFA sous le règne du parti unique à 7 millions sous la démocratie. Non pas parce qu'entre-temps, la situation du Congo a connu une nouvelle embellie. Au contraire, puisque les caisses de l'État n'ont jamais été aussi vides, les retards de salaire qui varient de 12 à 24 mois sont là pour en témoigner. Bien plus, et malgré une situation déjà jugée insoutenable par les familles congolaises, des sacrifices supplémentaires ont été imposés aux agents de la fonction publique qui ont vu leur salaire baisser de près de 30%. Pendant ce même temps, et paradoxalement, le président a réajusté à la hausse les salaires des personnels politiques, ministres, parlementaires, préfets, etc. Voilà comment le président, lui, n'avait besoin de rien, et voilà comment il est venu servir son peuple. C'est ainsi qu'il entend, comme il avait promis, transformer le Congo en petite Suisse africaine. Vous voyez donc les dérapages de Pascal Lissouba qui ont poussé Sassou justement à faire pire. Si lui, il a multiplié les salaires par 5, Sassou a dû multiplier les salaires par 20, 30, 40. Vous comprenez? Donc Pascal Lissouba n'est pas un personnage facile à cerner, mystérieux, il aiguise bien des curiosités d'ailleurs,
Complexé aussi, il dissimule à merveille ses faiblesses grâce à l'art du langage raffiné qu'il a su si bien cultiver, comme je le vois aujourd'hui dans les réseaux sociaux, où les gens qui prennent des postures de président, qui passent des missions en mission, qui se font inviter par-ci, par-là et tout. Mais enfin, c'est parfois des tonneaux vides qui ne peuvent pas discuter, appréhender, cerner, réfléchir sur un sujet. Et comme on dit, ils ne sont pas des intellectuels, parce qu'un intellectuel, c'est celui qui pose le problème et trouve la solution. C'est ça la définition du mot intellectuel. Mais en tout cas, mais malheur à qui osera donc contrer Lissouba sur les choses qui sollicitent le savoir. Lui, le scientifique, le généticien, le savant, est sans égal, alors gare aux prétentions de ceux qui s'aviseraient à lui refuser leur révérence. En tout cas, c'est pas moi qui l'écris, c'est justement Christian Bembe qui a écrit cet ouvrage que je vous ai donné comme référence. À Paris, comme à Nairobi, donc il poursuit, où il a œuvré pour l'UNESCO, Pascal Lissouba n'a pas laissé de bons souvenirs. À Nairobi particulièrement, c'est avec soulagement que ses collègues ont accueilli la nouvelle de son départ. Ses collègues de l'UNESCO le décrivent comme une personne bizarre, au caractère difficile, hargneux et grincheux. C'est lui le professeur, et de ce fait, il n'aime pas être contredit. À certains compatriotes congolais de l'UNESCO, il avait clairement laissé entendre qu'il ne supportait pas qu'un compatriote le contrat lors des débats, laissant le sentiment de vouloir se mesurer à lui, l'érudit, le génie inégalable. De l'avis donc de nombreux observateurs, l'homme serait mégalo-paranoïaque. Des anecdotes circulant à son sujet paraissent renforcer cette appréhension. Certains ministres français qui l'ont rencontré avouent l'on croyait que certains exagéraient sur son compte. Après l'avoir rencontré, l'on s'aperçoit que la réalité dépasse la fiction. Un ancien ministre français de l'Intérieur disait de lui « C'est un homme étrange. Il ne pense pas comme tout le monde. » On a cette vie, mais une seule radio. Une seule radio. Forum FM 105.8. Forum FM 105.8. Moi, j'aime. Ça devient passionnant. Forum FM 105.8. Au Congo, des folles histoires circulent à son sujet. Exemple, cette anecdote faisant état des péripéties d'une audience qui aurait duré d'abord 2 heures. 2 heures de monologue qui portent presque toujours sur le danger que représente à ses yeux l'ancien président Sassou Nguesso. Au terme de l'audience, le président aurait une fois de plus apporté la preuve de sa légendaire générosité en répétant à son hôte une enveloppe au contenu assez consistant. En sortant du bureau du chef de l'État, l'heureux hôte rencontre dans la cour une autre connaissance, un collaborateur du président avec qui il échange quelques propos. C'est là qu'à travers sa fenêtre, le président aperçoit l'ami qui venait de recevoir. Il bondit de son fauteuil et se précipite dehors. « Alors, mon cher ami, comment vas-tu? Et depuis quand es-tu là ?» Son ami surpris, abasourdi, reste sans voix. Le président reprend par la main l'hôte qui venait de le quitter et le ramène dans son bureau pour un nouvel entretien de 2 heures, à l'issue duquel il se voit remettre une nouvelle enveloppe aussi consistante que la première. Un coup double inespéré pour le visiteur heureux, mais pas discret. La seconde anecdote est tout aussi révélatrice. Lorsqu'il travaillait encore à son domicile, avant la fin des travaux qu'il avait fait entreprendre au palais présidentiel, il avait été disposé dans le bureau du chef de l'État de grandes statuettes en bois, œuvre des sculpteurs congolais. Ces statuettes représentaient des personnes, hommes et femmes. À plusieurs reprises, il fut pris de panique et appela ses gardes au secours
leur intimant lors d'évacuer Manu Militari ces intrus qui paraissaient lui désobéir, alors qu'il se laissait pas de leur répéter qu'il n'avait rien à faire là. Lorsque les gardes arrivaient et constataient qu'il n'y avait aucun intrus à faire déguerpir, ils ne cachaient plus leur inquiétude de voir leur président chaque jour appeler au secours pour des statuettes si évidemment reconnaissables. Un dicton bien de chez nous dit « Trop d'intelligence à Betty ». Pascal Lissouba a su bâtir autour de son nom une légende solide. Ses admirateurs, car ils n'en manquent pas, et surtout ses partisans, ont su habilement et avec passion et dévotion entretenir la flamme de cette légende. La légende d'un homme hors du commun, intelligent, comme personne d'autre. C'est ainsi que les Congolais longtemps éberlués et mystifiés par un langage raffiné recherché par la grandiloquence, l'ont longtemps considéré comme un surhomme. Nombreux croyaient effectivement en Pascal Lissouba comme on croit au Rédempteur. Le Congo a la chance d'avoir un président comme Pascal Lissouba, a-t-on souvent entendu de la part d'autres Africains. Rien d'étonnant à cela. Jeune Afrique n'a-t-il pas souligné dans ses colonnes en 1996 que Pascal Lissouba était le chef de l'État le plus diplômé d'Afrique? C'est à croire que pour être un bon chef d'État, il faut être multidiplômé. Les Congolais qui croyaient en Lissouba viennent d'apprendre à leurs dépens qu'il n'existe pas forcément une relation de cause à effet entre la diplômité et l'art de pratiquer la politique. En fait, le cas Lissouba est une singularité. Sa vie semble s'appuyer en permanence sur l'art de la prestidigitation, de la duperie. Pour parfaire son image extérieure, une vaste campagne a été entreprise, outre sa valeur en tant que grand scientifique bardé de diplômes, sur l'idée que ce grand démocrate, après avoir subi des années durant des affres de la dictature, du mono et surtout connu des géoles du régime marxiste, avait réussi à s'en extirper et à s'exiler à l'étranger. Donc un martyr du mono et du marxisme. Alors que le mono, Lissouba le connaît bien, puisqu'il en fut l'un des plus influents membres fondateurs. C'est Lissouba et d'autres qui instituèrent le socialisme scientifique au Congo pendant que Denis Sassou Nguesso, alors lieutenant de l'armée, n'avait encore que 21 ans. Et il a utilisé d'ailleurs comme attaché au ministère de l'Intérieur pour faire tuer les autres. Comme je vous ai toujours dit. C'est moi qui l'ajoute, hein, bien sûr. C'est pas les écrits de Christian Bembe. En tout cas, Christian Bembe poursuit en disant « L'on se demande comment les partisans de Lissouba ont réussi à extraire de l'histoire tumultueuse du Congo ce grand inventeur du socialisme scientifique qui instaura la terreur rouge en 1964, alors qu'il était tout-puissant premier ministre du gouvernement révolutionnaire. Certes, Lissouba a connu la prison, ce n'est pas faux. Son incarcération s'inscrit dans le contexte trouble de la mort du président Marien Ngouabi. Marien Ngouabi était donc un fervent admirateur de Pascal Lissouba. Les deux hommes s'étaient rencontrés rue Luango, dans un quartier populaire de Brazzaville, au domicile d'une connaissance commune qui, par ce concours de circonstances, conférait aux deux à la fois les liens de parenté et d'amitié à une époque où Pascal Lissouba, redevenu célibataire, après sa séparation avec sa première épouse française, tentait de se frayer une nouvelle voie. Un peu plus tard, alors que Marien Ngouabi avait accédé aux plus hautes fonctions de l'État, tandis que Pascal Lissouba avait lui renoué avec son laboratoire de la faculté des sciences et repris langue avec ses étudiants, les relations entre les deux hommes perdaient peu à peu de leur saveur, au point de devenir de plus en plus pénible de la vie de Marien Ngouabi. Ce dernier ne parvenait plus à dissimuler son agacement et n'hésitait plus à se confier à certains proches pour avouer combien Pascal, comme il appelait, le harcelait obstinément. En effet, alors que d'ordinaire, leur débat politique et surtout idéologique, qui se déroulait généralement au domicile du professeur,
était d'ordre général et impersonnel. Ayant constaté que son ami n'était plus passionné que pour un seul aspect, des choses désormais précises, ciblées, ramenées à la propre personne. Maria Ngouabi en ressortait de plus en plus tendu et nerveux. C'est que sa fioriture et son tact, Pascal Lissouba exigeait que son ami lui cédât sa place à la tête du parti et de l'État, convaincu de la force de cette amitié qui les liait et de l'admiration que l'autre vouait au grand génie qu'il incarnait. Pascal Lissouba n'imaginait pas cet ami qu'il considérait de surcroît comme son disciple lui refuser ce qu'il croyait lui appartenir de plein droit, le droit du plus doué. Pascal Lissouba voulait donc le pouvoir et avait cru trouver Maria Ngouabi, l'homme, l'ami, qui n'hésiterait pas à démissionner pour lui céder le trône. Pascal Lissouba voulait le pouvoir et son ami pouvait le lui offrir sur un plateau. Attente vaine, malheureusement, espoir vain aussi, Maria Ngouabi ne céda point aux caprices de son ami. Donc Maria Ngouabi ne céda point aux caprices de son maître et ami. La déception de Pascal Lissouba fut immense et la mort de Maria Ngouabi, loin de faire renaître l'espoir de voir son rêve se réaliser bientôt, ne lui apporta que des ennuis. Soupçonné sans doute à tort d'être parti au complot qui a conduit à l'assassinat du chef de l'État congolais en mars 1977, Pascal Lissouba fut, comme de nombreux autres anciens dirigeants du pays, interpellé, jugé de façon trop expéditive, certainement éjecté en prison par le régime militaire connu sous le nom du comité militaire du parti CMP, que dirigea de 1977 à 1979 Sassou Nguesso et Yombi Opango. Donc, libéré en 1979, Pascal Lissouba, donc à l'arrivée du pouvoir du colonel Denis Sassou Nguesso, Pascal Lissouba obtint de subir des soins à l'étranger. Sassou Nguesso veillera personnellement sur la qualité du séjour de Lissouba à l'étranger. Tout juste pour se réhabiliter, parce que c'est lui qui l'a fait mettre en prison et qui a failli même le faire exécuter si nous n'étions pas intervenus, parce que comme je l'ai dit dans les précédentes émissions, que nous avons tout fait pour faire libérer tous ceux qui étaient arrêtés dans l'affaire de l'assassinat de Maria Ngouabi. Et nous n'avons pas réussi justement à empêcher les exécutions de 1978. Donc, de retour au Congo, le professeur ira exprimer sa gratitude au président Sassou Nguesso et profitera donc de cette opportunité pour former le vœu d'intégrer une organisation du système des Nations Unies. Sassou Nguesso, qui entretient alors d'excellentes relations avec Amadou Matarmo, n'a aucun mal à obtenir une place pour son candidat auprès du directeur général de l'UNESCO. Voilà ce que signifie l'exil de Pascal Lissouba, tant souligné par ses biographes. Décidément, cet homme ne peut avancer sans bluff ni falsification. Voilà comment Pascal Lissouba, effectivement, a initié Sassou Nguesso dans son bluff et dans ses falsifications. Excepté donc ceux qui étaient dans le secret des dieux, les Congolais qui ont, en 1992, investi de leur confiance la personne de Pascal Lissouba, ont été des victimes naïves d'une escroquerie morale savamment organisée. Certains pensaient sans doute que le professeur avait renoncé à sa théorie de la tribu-classe. Très peu nombreux furent en effet ceux qui interprétèrent avec lucidité le symbole du parti du président, c'est-à-dire l'UPADES, représenté par 3 palmiers, abusé par la magie du verbe, ainsi que par une renommée jamais démentie, bâtie autour de l'idée que l'homme appartenait au cercle étroit des génies scientifiques de ce monde. Une aubaine pour le pays des très mauvais Congolais voyait en cet homme un cadeau du ciel,
un savant à la tête d'un État. N'était-ce pas chose rare et l'homme que n'embarrasse nullement la démagogie et qui a toujours superbement ignoré la modestie, n'eut aucun mal à convaincre lorsqu'il promettait de faire du Congo une petite Suisse africaine. Alors, il faut le dire que c'était une phrase tirée du président Yulu qui voulait faire effectivement du Congo une petite Suisse. Et ce que d'ailleurs le président du FLEC avait repris à propos du cabinet. Pascal Lissouba poursuit-il, si j'échoue, jetez-moi à la mer, avait-il osé proclamer dans son discours d'investiture. Sans doute ignore-t-il que jeter un dirigeant à la mer parce qu'il a échoué ne fait pas partie des pratiques démocratiques, du moins en ce qui concerne la démocratie à laquelle nous avons adhéré, celle par laquelle il est devenu notre président de la République. Il est donc vrai que cette démocratie, celle qui s'appuie sur le suffrage universel et qui implique un certain comportement, notamment la soumission au verdict des urnes et le respect de la règle de l'alternance, qui en est la conséquence de cette démocratie-là, le président n'en veut plus. Il s'en est servi pour parvenir au pouvoir. Il voudrait s'en débarrasser pour préserver son pouvoir. C'est une démocratie boiteuse qui nous a été imposée de l'extérieur, dit-il. Il voudrait donc préconiser une autre démocratie plus conforme à ses objectifs, ses ambitions, ses calculs. Et comme lui, le peuple ne font qu'un, eh bien, il n'y a pas lieu de solliciter l'avis du peuple. Notre président rêve d'une démocratie où il dormirait d'un sommeil profond. Or, celle qui nous a été imposée par l'Occident est trop contraignante. Comment pourrait-il, après une si précieuse avancée, renoncer à son armée, à sa police, à sa justice, à sa presse, bref, à son pouvoir? Non, c'est impossible, c'est impossible. Le président voudrait que les élections qui suivront ne soient plus un cauchemar, mais rien qu'un jeu, les résultats étant connus d'avance, et tant pis pour l'opposition qui devra se contenter de son sort. Tant pis pour les syndicats, tant pis pour le peuple. Lui, le dictateur, a été démocratiquement élu. Qu'on le laisse travailler en paix, de quoi le peuple voudra-t-il se plaindre? Lui a été élu et doit remplir son mandat. Et s'il bâillonne les libertés, s'il soumet la radio et la télévision à sa volonté, s'il fait emprisonner les syndicalistes, s'il fait bombarder les quartiers populaires, c'est dans l'intérêt de son pays. Nous devons être bornés. Nous ne mesurons pas les incommensurables intérêts que le président de la République attache au bonheur de son peuple. Voilà donc présenté l'extrait de l'ouvrage de Christian Gilbert Bembe, qui était intitulé Imposture souveraine et crime démocratique, justement, en s'agissant donc du professeur Pascal Lissouba. J'en ai terminé, voilà, il faut faire des portraits, comme je vous en ferai également plus tard sur Sassou, parce que nous parlons toujours de la guerre du 5 juin au 15 octobre 1997. Je vous ai dit, il faudrait que notre jeune génération soit au courant de ce qui s'est passé. Cette jeune génération doit s'approprier son histoire pour mieux faire demain, pour mieux rebondir demain. On n'occulte pas une histoire. Pour ceux qui nous disent, oui, vous revenez sur l'histoire, oui, c'est justement des imbéciles, je dis bien des imbéciles, des gens qui n'ont rien dans la tête, qui veulent justement nous enfermer dans cette théorie, dans cette propagande de Sassou, où tout est nouveau, où le Congo a été créé que sous lui, et finalement, le Congo c'est son pays, c'est lui qui l'a créé, alors que lui-même c'était un petit villageois qui a gravi les marches dans la tricherie
sans avoir les moyens même de sa politique. Et surtout, avoir cette culture. Et comme on dit, avoir la civilisation de ce qu'il brandit, la veste, tout ça, toujours les croisés, bien habillés. Peu importe. Alors en tout cas, merci. On fait comme ça. À bientôt. Ciao. Soyez les bienvenus à la radio Forum FM. Nous vous remercions, nos auditrices et auditeurs. Radio des droits de l'homme au service des auditeurs. Radio Forum FM, accueille les hospitaliers. Maxime Chassé vous aime bien. Droits de l'homme, c'est votre radio. Soyez à l'écoute aux émissions de droits de l'homme. Soyez les bienvenus aux émissions Forum Télé. Nous vous remercions, nos chers téléspectateurs.